La correspondante que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Vous entendez ? Ça sent bon l'été. Le sable chaud, le bruit des vagues et le chant des oiseaux. Et puis, l'occasion de beaux voyages. J'ai 2 traditions quand je pars en vacances. Goûter toutes les spécialités locales et écrire une carte postale sur place. Alors cet été, j'ai décidé de vous en envoyer une chaque semaine. Et je ne serai pas toute seule. Avec Papille, on vous emmène loin d'ici, dans les valises des chefs, entre souvenirs, émotions et dégustations. Installez-vous, c'est l'heure du voyage. À écouter les pieds dans l'eau, en bronzant sur une plage ou le nez dans une boîte de gâteaux. Bonjour Émeric. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Ça va aussi, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça me je fait plaisir. Je suis ravi que tu sois là. En plus, il fait super beau. Ouais. On a la terrasse pour nous. On est super bien. Franchement, le cadre d'enregistrement est assez idyllique. C'est beau, hein. Ouais, franchement, trop bien. C'est quoi, ton rapport avec le voyage ? Moi, j'adore voyager. Je pense que ça ouvre l'esprit, ça développe plein de choses. C'est des choses qui sont très importantes à faire, je pense, pour construire une carrière de pâtissier, de voir ce qui se fait ailleurs aussi. Oui. Je pense que c'est intéressant et important. Quel était le tout premier voyage que tu as fait ? Le tout premier, je m'en rappelle pas. Mais en tout cas, celui qui a été le plus impactant pour moi, c'était le Japon. J'ai eu la chance d'aller au Japon ça fait 10 ans maintenant quasiment. Okay. Je viens de prendre un coup de vieux là. J'avais pas prévu. C'est souvent comme ça. C'est ça. Donc c'était il y a 10 ans et pour moi ça a été vraiment un voyage incroyable parce que tout est différent en fait. L'état d'esprit, la façon de voir les choses. Il y a des choses toutes bêtes qui m'ont paru incroyables et je me suis dit waouh, le Japon c'est formidable. Tu te souviens de ce que tu as ressenti la première fois du coup que je vais dire que tu as posé ton pied au Japon, mais en tout cas, tu vois, des premières sensations quand tu arrives dans ce pays ? Je me suis dit, en fait, à l'époque, tout ce qui était Internet et tout, c'était pas aussi développé. Je veux dire, maintenant, on prend notre téléphone, on est capable de traduire n'importe quel texte avec une photo, on peut traduire tout et n'importe quoi. Et là-bas, au Japon, c'est pas écrit, c'est pas une langue basée sur le latin, donc on comprend pas forcément les signes. Et c'est très compliqué. Et en fait, si on arrive là en tant que Français et qu'on connaît rien, je pense qu'on peut vite se perdre dans les rues ou n'importe où, quoi. Est-ce qu'à ce moment-là, c'était un pays... je sais pas, que ça faisait longtemps que tu avais envie de voir ou... J'avais pas cette envie folle cette envie folle. Je veux dire, le Japon n'était pas en tête encore à ce moment-là. C'est un voyage qui s'est fait grâce au travail et franchement j'étais pas il y a plein de gens qui sont fans du Japon qui se disent ouais trop bien, je veux vraiment y aller. Moi j'avais pas ça en tête et en fait j'ai découvert un univers et un endroit incroyable. J'ai l'impression que c'est une destination qui est très en vogue cette année. Je pense que les gens veulent beaucoup aller au Japon et quand on a déjà été retourné au Japon, c'est vraiment un endroit vraiment sympa quand on ne connaît pas. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris ou marqué ? La gentillesse des Japonais et la politesse des Japonais, c'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans un magasin, ils vont tout de suite vous sauter dessus pour vous demander si vous avez besoin d'aide ou j'ai le souvenir d'avoir pris le train plusieurs fois et le contrôleur, en fait, avant de quitter le wagon, va se retourner et saluer toute la rame, en fait. Et d'accord. Même ça, je me suis dit, waouh, ils sont d'une politesse et d'une gentillesse vraiment incroyable. Il y a quelque chose de très... ils sont très gentils, en fait. Vraiment, au premier abord, c'est des gens très polis. Et d'un point de vue gustatif, qu'est-ce que tu as pu déguster là-bas ? Beaucoup de choses. J'ai eu la chance de partir avec plein de chefs. Donc en fait, on a passé 9 jours à faire le tour du Japon et faire des 4 mains un peu partout dans le Japon. Et du coup, à chaque fois, on voulait presque nous impressionner. Donc à chaque fois, on goûtait des choses différentes. Et j'ai goûté des choses. Le premier jour,
j'ai mangé des sushis. C'est vrai que c'est vraiment différent de ce qu'on peut trouver en France. Tout était fait devant nous, même tuer le poisson. J'ai envie de dire, c'est un peu dur de dire ça, mais ils ont une façon de penser qui est différente de la nôtre. Ils vont pas tuer, ils vont pas faire de l'abattage pour voilà. Ils ont une cuisine raisonnable et intelligente par rapport à ça, et c'est très chouette. Et d'un point de vue peut-être plutôt sucré, qu'est-ce que tu avais goûté? Alors c'est tout bête, mais je sais qu'à l'époque on était en train de travailler sur un dessert autour du sarrasin. Et c'était dans un coin de ma tête, mais j'arrivais pas à trouver. On travaillait une glace et j'arrivais pas à trouver ce que je voulais. Et il faut savoir que le Japon, ils sont aussi très friands du sarrasin. Et j'ai retrouvé un goût sarrasin très fort là-bas. J'en ai rapporté du Japon. Le sarrasin était vraiment incroyable. Et j'ai le souvenir d'avoir bu du sobacha. Donc le sobacha, c'est une infusion de sarrasin. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi chercher plus loin? On va faire un sorbet au sarrasin. Et au retour de France, on avait essayé du coup de faire... à la base, on avait travaillé, on faisait plus une crème glacée au sarrasin, mais ça manquait de goût, ça manquait d'infusion, c'était pas assez fort. Et là, rien que le fait de le faire à l'eau et de faire plutôt une infusion comme on ferait un thé, et après de le filtrer, on a réussi à faire un sorbet à partir de ça, et c'était vraiment ce qui manquait quoi au dessert. Parce que du coup, ce voyage, donc tu disais, c'est dans le cadre pro. Il y avait, enfin, je sais pas, comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des choses que vous allez voir en particulier, enfin, je sais pas, qu'est-ce que c'était un peu le. Ça s'est passé en 9 jours et en fait à chaque fois on faisait le tour des relais châteaux. D'accord. Et on apportait donc c'était à l'époque où j'étais chez Bernard Loiseau, et à chaque fois on apportait nos créations. Moi j'avais fait 2 desserts à l'époque, et on passait du temps avec les équipes du restaurant à chaque fois, donc toute une journée voire 2 jours, ça dépendait des endroits. Et on était très très proche des équipes, donc on passait beaucoup de temps avec les équipes et ils nous échangeaient. On échangeait beaucoup sur les produits. Il y a beaucoup de choses que j'ai découvert là-bas. Le sarrasin était vraiment. J'ai un vrai souvenir parce que j'en avais parlé avec un des pâtissiers là-bas. Il m'a dit mais attends, je vais te faire goûter quelque chose, et on avait goûté le fameux sobacha. Et ça avait débloqué plein de choses en moi. Est-ce qu'il a un goût différent du sarrasin français que tu avais l'habitude de... Je l'ai trouvé beaucoup plus puissant à l'époque. Alors, est-ce que j'avais pas réussi à l'époque à peut-être sourcer mon sarrasin bien comme il faut, mais celui que j'avais eu dans les mains au Japon était vraiment incroyable. Et vraiment, j'ai essayé après en France d'en retrouver un de cette qualité. Et j'ai réussi à l'époque. On avait réussi à travailler avec la ferme du Cloto, qui était à côté qui était à Bain de Bretagne, en Bretagne. Donc du coup, ça a donné. Enfin, en gros, t'es parti, t'avais directement ce dessert-là en tête que t'arrivais pas à finaliser, et ce voyage t'a permis de le finaliser. Exactement. Ça m'a permis de débloquer le sarrasin le dessert sarrasin que je voulais. Et du coup, donc t'en as fait un sorbet? J'en ai fait un sorbet. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans ce dessert? Il y avait une mousse au chocolat au sarrasin, donc on faisait une eau de sarrasin et après on faisait la mousse avec. Donc ça a donné encore une autre texture, un autre dynamisme au dessert. On avait un praliné sarrasin. Donc ça c'est pareil, c'est un peu délicat parce que le sarrasin reste c'est pas une graine qui est remplie de gras, donc quand on la mixe, ça a tendance à se transformer en farine et pas en gras. Donc c'est un peu délicat, mais on a réussi à trouver un bon compromis. Et il y avait une tuile de sarrasin, donc un peu comme une nougatine, et ce fameux sorbet tout simple au sarrasin. Et ça avait vraiment tout changé, le goût du dessert quand on est rentré. Est-ce qu'il y a d'autres saveurs que tu as goûtées là-bas qui ont, enfin, tu vois, même, je sais pas, le yuzu, ce genre de choses qui après t'avaient inspiré dans d'autres... C'est ça. Moi, j'ai goûté aussi les prunes umeboshi. C'est une prune qui est saumurée
et souvent on en fait un vinaigre, le vinaigre humé qui est très très bon, très qui apporte quelque chose de salé, qui est très fort. Et c'est vrai que quand je suis rentré en France, après, j'ai voulu retravailler ce vinaigre humé. Donc on en a trouvé un qui est un peu plus fruité et un peu plus pâtissier à mon sens. Et c'est vrai que maintenant, sur toutes les cartes, euh, souvent de printemps-été, j'ai tendance à utiliser ce vinaigre, le vinaigre humé, que j'aime bien marier avec la cerise ou la prune. J'aime bien. Il y a un dessert que j'aime bien faire, c'est à la prune et vinaigre humé. Donc je les cuis, je les poêle et après je les déglace avec ce vinaigre et je trouve que ça apporte vraiment quelque chose de vraiment une petite touche très chouette. Donc au global, qu'est-ce que ça t'apporte de voyager, de découvrir des... Dans ton métier, enfin, du coup, surtout là, on parle de saveurs, etc. Et ça a l'air de pas mal avoir un impact sur tes créations derrière. Bah déjà ça vous fait sortir de votre quotidien parce que quand on est dans le quotidien, on n'arrive pas à regarder ce que font les autres et vraiment avoir un œil sur tout ce qui se fait autour. Donc là, ça vous décroche de votre quotidien et vous avez tendance à être un peu plus ouvert à voir tout ce qui se passe. Je sais qu'il y a quelque chose aussi qui a été très impactant pour moi, c'est le minimalisme. C'est-à-dire qu'au Japon, ils sont très minimalistes. Et autant dans ma vie personnelle que dans mes desserts, je sais que ça a eu un impact parce qu'on m'a fait goûter plein de choses et à chaque fois, ils se contentaient de vraiment droit au produit, direct, et il n'y avait pas de chichi à l'époque où nous, je parle de ça il y a 10-15 ans, on mettait du sucre tiré, des choses comme ça. Eux, il y en avait plus. Et c'était vraiment le produit. Je suis rentré en France et on me l'avait déjà dit de simplifier, d'enlever beaucoup de choses. Et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, maintenant, on a des assiettes qui sont bien plus épurées et on va avoir tendance juste à travailler l'élément principal sans vouloir apporter un décor qui n'a aucun intérêt. Et voilà. Donc, c'est le minimalisme. Je pense aussi ça, c'est très lié à mon voyage au Japon. Est-ce que, enfin en tout cas, si tu y es retourné ou si tu y es pas retourné, qu'est-ce que aujourd'hui tu ferais absolument si tu retournais au Japon? Qu'est-ce que tu irais goûter ou est-ce que tu irais, enfin tu vois, je sais pas, dans des lieux un peu en rapport avec la gastronomie, mais qu'est-ce que tu aimerais faire? Ou que tu vois, quelqu'un doit absolument goûter ou... Bah, je trouve que rien que les pâtisseries au Japon, moi j'ai été vraiment, j'ai souvenir d'avoir visité quelques pâtisseries et j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment les pâtisseries étaient très propres, les gâteaux étaient sublimes, tous les uns que les autres, c'est-à-dire que les Japonais, ils ont tendance à avoir un travail très précis, très minutieux, et à chaque fois à chaque fois qu'on m'emmenait dans une boutique, à chaque fois tout était sublissime. Toutes les pâtisseries, toutes les viennoiseries, j'ai le souvenir d'avoir été à l'époque de l'Épiphanie et toutes les galettes étaient rayées mais d'une manière incroyable et tout était vraiment sublime. Laser comme on dit maintenant en pâtisserie quoi. Tout est et moi si je peux dire aux gens, n'hésitez pas à aller voir les pâtisseries parce que c'est très très beau. Même certainement pour certains plus beau qu'en France. Et je sais que les Japonais, ils mangent très très bien. Autant on dit que la France est le pays de la gastronomie. Et franchement, moi j'ai trouvé que le Japon était pour moi le vrai pays de la gastronomie. Parce que les Japonais, en dehors de restaurants, ils mangent aussi très 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 bien. Ouais. Et j'ai découvert un univers gastronomique impressionnant, beaucoup de choses différentes à goûter et j'en garde un super souvenir. Pour le coup, c'est vrai qu'il y a une grosse place de la gastronomie au Japon. Je trouve que ça se ressent beaucoup, beaucoup dans la littérature où ils ont énormément de livres, enfin de romans, etc. où ça parle de restaurants, où le restaurant est un point un peu de départ de toutes les histoires. Je suis d'accord avec toi. Ce qu'on a moins en vrai quand même en France. Même si, évidemment, nous, la gastronomie est très, très présente, mais je trouve qu'effectivement, au Japon, c'est encore plus central. C'est très impactant. Ils ont vraiment... Nous, on a un rapport à la nourriture qui est immense, mais eux, c'est vraiment aussi... ils ont des cérémonies autour du thé. Il y a vraiment... Et puis, eux, ils ont cette chose de vouloir faire encore plus plaisir que le français. Et je trouve que vraiment, j'ai été accueilli comme un roi. Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres voyages comme ça qui t'ont marqué, qui te laissent un peu un... Enfin, je sais pas, tu vois, où t'as découvert, pareil, des saveurs un peu que t'avais pas eu l'habitude de goûter Euh, Je sais qu'après, dans tous les voyages que j'ai faits, j'ai toujours essayé de chercher euh, à, à trouver des endroits où j'allais découvrir des épices ou des choses comme ça. Je sais j'étais à Montréal et à chaque fois, on essaye de trouver les endroits où on va le mieux manger, euh, on va trouver la meilleure nourriture. J'ai des super souvenirs à Montréal d'avoir visité des pâtisseries aussi. C'est vrai que c'est toujours rattaché à mon métier. Je vais toujours essayer d'aller voir et trouver des boutiques qui vont. Mon seul but, c'est de trouver et de voir comment est la pâtisserie là-bas. Ouais. Donc c'est vrai qu'à Montréal, on avait été se faire 2-3 pâtisseries. Et on avait pu discuter aussi avec des pâtissiers et des viennoisiers, donc des gens qui sont passionnés comme moi aussi de tout ce qui va être croissant. Et c'est vrai que j'aime bien échanger avec eux. Et là, par exemple, j'avais appris que ils avaient une vraie galère sur le beurre de tourage, où ils n'arrivaient pas du tout à se faire fournir en beurre de tourage, et qu'il y avait une espèce de taxe en fait pour pouvoir recevoir le beurre français. Voilà. Après, les États-Unis, il y a New York aussi, où on avait essayé de trouver des endroits où on pouvait trouver des épices aussi. Je sais qu'on avait été faire un magasin. C'est le royaume des épices, c'était immense. Ouais. Et j'ai ramené je sais pas combien de sacs d'épices dans ma valise. Et j'ai toujours pas fini de les utiliser. Est-ce que t'as, je sais pas, un petit rituel justement à chaque fois que tu vas dans un nouveau pays comme ça, que ce soit, j'en sais rien moi, aller dans un supermarché, goûter tel Hmm. produit, aller... Bah, je sais que j'aime bien trouver la bonne pâtisserie, trouver Ouais. l'endroit où les pâtisseries sont les meilleures. C'est vrai que ça fait partie du rituel, c'est-à-dire avant, en amont, on va essayer de se dire, ok, laquelle est la plus réputée en pâtisserie, et on y va forcément. Et ce que j'aime faire, c'est aussi pouvoir échanger derrière avec le pâtissier, la pâtissière, et savoir ce que lui apporte aussi le pays ou Ouais. l'endroit, quoi. Ça allait être ma deuxième question. Du coup, échanger avec des professionnels qui travaillent dans d'autres pays, enfin, en quoi tu trouves ça enrichissant? Qu'est-ce que t'aimes bien demander? Tu vois, quelles sont un peu les questions sur lesquelles... Bah, ce qui est intéressant, c'est que quand on va souvent dans les pâtisseries dans certains pays, il y a beaucoup de Français. Ouais. Et, et ça permet aussi de se rendre compte de la vie, parce que du coup, quand on parle, on va pouvoir parler des farines les farines américaines, les farines françaises, lesquelles sont les mieux. C'est tout bête, mais on reste des techniciens et c'est vrai que c'est toujours rigolo d'avoir les petits détails qu'on n'a pas pensé. Par exemple, le beurre, où ils nous disent, nous, c'est impossible de trouver du beurre Ouais. en Amérique. Le beurre est rempli d'eau et c'est une cata. On Ok. n'arrive pas à faire des belles viennoiseries. Et on essaye de faire venir du beurre de tourage français, mais ils ont des taxes. Donc c'est vrai que ça permet d'avoir vraiment aussi de pouvoir échanger sur leur univers, leur Ouais. façon de voir le pays, et aussi ils vont nous donner leur adresse. Et à chaque fois, on nous dit tiens, bah, allez là-bas, c'est Ouais. top. Et je sais que par exemple à Montréal, on avait rencontré un pâtissier et nous avait dit allez dans tel café. Et ça a été un des plus beaux endroits qu'on avait vu, qu'on a visité à Montréal. Bah, souvent, je trouve que les meilleures adresses, c'est celles C'est ça, qui sont pas écrites. Enfin, exactement. c'est super compliqué de les trouver, mais du coup, je trouve c'est... Enfin, tu vois, effectivement, t'as envie de trouver ce genre de lieu, mais souvent, c'est un peu par hasard, quoi. Ben, c'est ça. Et puis quand on y va avec un casque de touriste, bah Bah ouais. on va chercher nos adresses sur Internet, on va se retrouver dans une catégorie touriste Mm. et on va pas trouver les meilleures adresses. Alors que si on arrive à se faire un ou deux copains dans un voyage, et ils vont nous dire attends, moi j'ai un resto, je l'ai fait, c'est Mm. incroyable. Je sais que il y a des choses rien que pour prendre Montréal, on avait fait un restaurant qui s'appelle Fleurs et Cadeaux. Donc faut le savoir, c'est une ancienne boutique de fleurs et de cadeaux, voilà. Et en fait, il s'est avéré que c'était un restaurant asiatique qui était incroyable et Ok. un des meilleurs que j'ai fait. Mais ça, il faut parler avec les locaux, il faut pouvoir discuter. Et c'est vrai qu'ils ont tendance à vous emmener derrière dans Ouais. des endroits stratégiques pour eux. Si on reprend du coup le Japon, si tu devais résumer ce voyage en une seule bouchée, qu'est-ce que tu mettrais dedans?
En une seule bouchée, la poire, je sais pas pourquoi, mais on avait fait un dessert autour de la poire et eux avaient travaillé la poire nashi parce qu'ils avaient pas réussi à trouver les poires que je voulais. Et la poire nashi, c'est une poire qui a plus une fermeté de pomme, D'accord. une texture différente, et c'est vrai que j'avais vraiment adoré ça. Le sakura, moi, reste aussi une découverte que j'ai fait là-bas. Euh, c'est c'est super bon. Et pareil, c'est un des produits que vous allez pouvoir retrouver forcément sur une de mes cartes aux périodes du printemps. On va toujours avoir tendance à travailler le sakura. Et le sarrasin, bien sûr. Sarrasin, parce que le Japon reste un gros producteur de sarrasin, au même titre que la Bretagne, et ça, ça fait plaisir. Oui, parce que du coup, t'as gardé finalement plein d'ingrédients un peu qui maintenant sont Exactement. dans tes indispensables, quoi. Exactement. Alors, c'est tout bête. Il y en a peut-être cinq. Il y a le vinaigre humé. Mm. Il y a le sakura. Il y a le sarrasin que, Ouais. du coup, je fais tout pour le sourcer parce que, du coup, j'ai bloqué sur le goût que j'avais goûté au Japon et, du coup, je sais ce que je veux. Et en fait, c'est la méthode de torréfaction qui est importante. Et Ouais. en fait, il faut trouver des endroits où ils vous le torréfient comme j'avais envie. Donc, une torréfaction très poussée qui Ouais. va donner vraiment un très bon goût. Après, le kinako qui est cette farine de soja torréfiée, pareil, Ok. c'est incroyable. C'est sur un dessert avec du matcha, c'est délicieux. Est-ce que ça apporte une texture particulière? Ça a une texture, non, mais ça a une poudre qui va donner un petit côté biscuité. Je sais pas comment le décrire, mais c'est super bon. Le kinako. Et voilà, déjà, c'est des indispensables qui sont dans ma valise et que je vais avoir tendance à ressortir tous les ans, souvenir du Japon. C'est quoi le dernier dessert que t'as créé avec l'un de ces ingrédients? Et bien là, actuellement, on travaille sur la cerise. Et la cerise, forcément, je l'ai accompagnée avec... on fait un condiment cerise et on va avoir tendance à mettre dedans du vinaigre humé, juste pour apporter une rondeur un peu différente. Donc c'est tagette, cerise, vinaigre humé et on met un condiment à l'amande. Ok, et ça se présente comment? Enfin, Euh, En fait, c'est une verrine. C'est une verrine, c'est tout simple. Donc c'est une belle coupe, une belle coupe. On va mettre un confit cerise et de tagette, déglacé avec un peu de vinaigre humé. On met un condiment amande, des cerises qui sont tirées au jus avec de la tagette. On vient ajouter un sorbet à la cerise et au vinaigre humé. On ajoute dessus une mousse à l'amande qu'on fait avec juste un lait d'amande et une mousse végétale. Et on vient en salle râper un kakigori de cerise. Donc le kakigori, pareil, qui reste une spécialité japonaise que j'ai ramené aussi dans Ouais. ma valise. On n'en a pas parlé, mais c'est quelque chose que j'aime particulièrement. Et ce que j'aime faire, c'est allier la glace ou le sorbet avec un kakigori. Donc à chaque fois, quand je fais un dessert, je mets le sorbet et le kakigori. Ok. Je mets pas que du sorbet. Je trouve que ça apporte une autre fraîcheur, une autre dimension à mes sorbets. Souvent, ce que je fais, je mets un petit pot de glace avec du kakigori dessus. Ok. Et là, en salle, on vient gratter. Donc, on a une machine à kakigori et on vient gratter le kakigori cerise directement en salle et l'apporter dans chaque assiette du client. Pour être sûr, kakigori, c'est le fruit que tu fais. Non, Non, le c'est pas ça? kakigori, en fait, de base, c'est un gros bloc de glace. Et là, Ok. c'est une machine à kakigori, donc c'est comme un granité en France, D'accord. sauf que ça fait quelque chose de très fin comme une neige. Et après, ils viennent ajouter des jus, des sirops, des vinaigres pour lui D'accord. donner un goût. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va... Donc on ça, c'est va plus faire- une technique, quoi. C'est une technique. On vient centrifuger des cerises, on va centrifuger du jus de rhubarbe, et ça, on va le congeler directement. Donc ça va nous faire un pain de glace qu'on va venir gratter. Donc on va avoir une neige de fruits à chaque fois en plus. Donc à Ok. chaque fois, on a un sorbet et la neige du fruit. D'accord. Surtout tous les desserts quasiment qu'on sert au restaurant. Ouais, comme ça apporte une C'est autre une double façon texture de... de, ouais, de ouais. froid et je trouve que c'est essentiel. C'est devenu un peu le truc que je fais à chaque fois. Est-ce qu'il y a un autre pays que tu as très envie de découvrir, tu vois, qui t'intéresse justement pour toutes les épices, les poivres ou...
Et bah franchement, j'aimerais bien retourner moi au Japon. Ça répond pas à ta question, mais j'aimerais bien retourner au Japon avec l'œil un peu plus mature que j'ai. Je pense que je pourrais trouver encore beaucoup de choses. Et j'aimerais bien aller au Mexique aussi, pouvoir découvrir tout ce qu'ils font là-bas. Ouais. Qui pour le coup très différent. Ouais, Mais donc le encore Japon, différent. en fait, c'est le pays qui t'a le plus marqué, où t'as retenu ouais. le plus d'ingrédients, Ça a de été, techniques. ça a été la première fois que j'ai pris l'avion déjà. Donc ça a été 13 heures de vol pour ma première fois. Et ça a été le plus gros voyage que j'ai fait, quoi. Et Ouais. maintenant j'en ai fait d'autres, mais c'est vrai qu'au tout début, pour moi, ça a été un dépaysement total. Et bah merci beaucoup, Amérique. Avec grand plaisir. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @LéaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt!